Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand honneur pour moi de revenir sur la 98.7 Océan FM dans l'émission Océan Politique pour discuter avec mon invité les faits saillants de l'actualité politique nationale. Tout d'abord, nous saluons et remercions nos fidèles auditeurs qui nous encouragent à tout instant et qui nous suivent. Aujourd'hui, nous avons un honneur incommensurable de recevoir sur cette antenne un doyen, le doyen Sidi Mohamed Ndiaye. Bonjour, Monsieur Ndiaye. Bonjour, Abdou. Alors, on passe à la présentation de l'invité avant de lui passer complètement la parole pour qu'il puisse saluer nos chers auditeurs. Alors, qui est Sidi Mohamed Ndiaye? Il est journaliste, ancien du Soleil et de Sud Quotidien. Il est également conseiller en communication. Vous confirmez, M. Ndiaye? Oui, bien sûr. Ces trois axes peuvent résumer effectivement mon statut. Parce qu'effectivement, je suis passé au Soleil où j'ai fait une quinzaine d'années. Ensuite, à Sud Quotidien. Bon, mais j'ai aussi ménagé plusieurs publications. Des publications spécialisées, des publications autour. Enfin, je suis éditeur en passant. Donc, le conseil en communication, c'est justement ce que je fais. J'assiste des rédactions, j'accompagne des publications, etc. Okay. Je crois que c'est ça. Hein? Vous avez bien dit. Merci, M. Ndiaye. Alors, on passe automatiquement à la première question. Avec le développement technologique, voilà, je vais vous interroger dans le secteur médiatique. La floraison des réseaux sociaux, il y a une infiltration d'autres acteurs non formés et qui tronquent l'information. Vous en dites quoi présentement? Bon, d'abord, je tiens à vous remercier de cette invitation. Votre émission prend de plus en plus d'espace dans l'univers médiatique, radiophonique. Je vous en félicite et vous encourage. Merci. Si d'ailleurs j'ai répondu à votre question, à votre invitation, c'est justement parce que cette émission commence à être un phare politique. Très écouté par ceux qui ont accès à la fréquence 98.7. Et sur le bouquet canal également. Sur le bouquet canal. Au 846. Au 846. Hein? Tout à fait. Voilà, merci. Hein? Bon, la communication a nettement évolué. Ça, je vous confirme. Hein? Rien qu'ici dans le studio où nous sommes, il y a une génération, les mêmes studios à la RTS n'étaient pas comme ça. Il n'y avait pas cette automatisation, cette technologie. Hein. Tout est totalement différent de ce qu'il y avait au niveau des radios auparavant. L'incidence est encore beaucoup plus marquée au niveau de la presse écrite. En presse écrite, il fut un temps au Soleil, on écrivait nos articles à la main, sur des papiers qu'on appelait bibliothèques. Pour nous tromper un peu, les Ndiobènes nous entendent. Tout à fait. Alors, une fois le papier rédigé à la main, remis au rédacteur en chef, qui faisait les corrections à la main, on l'envoyait en saisie. Après la saisie, on montait ça sur des gabarits, des tables de montage, des tables lumineuses. Hein? Il y avait, au niveau de la chaîne du Soleil, il y avait des monteurs, c'est-à-dire que des gens qui ne travaillaient que sur ça. Chaque soir, ils venaient, ils prenaient page par page, ils montaient après l'avoir filmé. Alors maintenant, tout ce process
peut se résumer à l'ordinateur. Donc il y a un raccourci extraordinaire que l'ordinateur a apporté à la presse écrite. Surtout à l'édition. D'ailleurs, il y a le défi de l'adaptation à la transformation digitale. Alors, le secteur le plus affecté est la presse écrite qui a subi un sacré coup avec la concurrence des sites d'information gratuites qui ont boosté effectivement, les tabloïds. mais ce boom, effectivement, médiatique, a vraiment ouvert la voie, la porte à partir de l'Internet à plusieurs sites d'information. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on parle de fake news, les mauvaises informations. Actuellement même, les grands réseaux mondiaux cherchent à filtrer l'information pour voir, etc., parce qu'il y a de n'importe quoi dans le net. Alors, la désinformation, bien sûr, s'entend. Elle peut être politique, elle peut être financière, elle peut être juridique, elle peut concerner les personnalités publiques, telles que les chanteurs, telles que les, etc. Donc, je crois que là aussi, il y a un nettoyage à faire. Aussi bien si c'est à faire par les textes législatifs, ça doit se faire. Si ça doit être fait par, je ne sais pas, d'autres mesures, mais en tout cas, ça ne peut pas continuer on ne peut pas continuer à laisser proliférer alors tout ce qui est contre la bonne information. La bonne information, tout à fait. D'ailleurs, le ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique, Aliou Sall, a publié une liste provisoire de 112 sur 3880 entreprises de presse officiellement reconnues par l'État comme étant conformes aux dispositions du Code de la presse. En se basant sur ce résultat, n'est-ce pas un véritable calvaire que vivent les travailleurs dans cette entreprise, dans ces entreprises médiatiques, mais également pour lutter complètement contre ce que vous venez de dire là, avec la floraison des réseaux sociaux qui permettent, ou bien qui permet même à d'autres personnes qui n'ont pas été formées, qui n'ont pas été des journalistes à la source, alors qui fournissent l'information n'importe comment. Et voilà, donc il est temps qu'on mette fin à toutes ces pratiques-là. Oui, c'est que là, il y a plusieurs problèmes. La multiplication des supports de communication, les journaux, les radios, les sites de télévision, est accompagnée aussi d'un côté, a aussi son côté informel. Parce qu'il n'y a pas une prise en charge efficiente des acteurs, des travailleurs qui sont dans ces supports. Et ça, c'est important. Alors, donc, il y a d'abord le problème de gestion du personnel au niveau des entreprises de presse. Quelquefois, il y a un bénévolat, mais quand même, il faut, je crois que le Code de la presse a essayé de donner des orientations, mais il faut vraiment un assainissement dans le secteur. Bon, maintenant, en termes de communication, il y a même des influenceurs qui n'ont pas de site d'information, on les appelle des influenceurs. Qui créent des sites. Et qui donnent l'information. Voilà, bon, donc, alors, actuellement, on peut dire que la communication s'est installée dans la vie, dans la société, dans tous ses démembrements. Alors, maintenant, de quelle communication doit-il s'agir? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que cette communication obéisse à une certaine éthique? Qu'est-ce qu'il faudra inventer pour que vraiment
n'importe qui ne puisse pas dire n'importe quoi à travers les réseaux, à travers les sites. Les sites, tout à fait. Voilà, je crois que là, il y a un défi, mais quand même, c'est un défi lié à l'évolution. Et le gouvernement est en train de travailler sur ça parce que la publication du ministère de la Communication, 112 entreprises sur 3880. Il n'y a que 112 entreprises de presse qui sont officiellement reconnues. Ça veut dire que là, le travail commence. Oui, le travail commence, mais il ne doit pas être sélectif à outrance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que tous les supports de communication n'ont pas tous les moyens pour pouvoir vraiment s'affirmer. Donc il faut que c'est normal quand même de recenser, de savoir combien il y a de publications, quelles sont les publications dans ce pays, mais qu'on s'en arrête là. Donc il ne faut pas aussi ni chercher à les régenter, ni faire obéir cette sélection à d'autres critères qui ne sont pas les critères de communication pure et simple. Ok. Alors, je rappelle que la publication du ministère de la Communication avait donné comme résultat des entreprises qui sont dans les normes, 10 télévisions, 11 entreprises de presse écrite, 17 radios, 11 radios communautaires, 6 web et 54 organes de presse en ligne selon le ministre. Alors, certains organes se sont même, parce qu'on leur avait donné un délai de 72 heures, alors certains organes se sont précipités sur les 72 heures pour se conformer aux exigences légales. Alors, quant aux médias non inscrits sur la plateforme DMS, alors ils ne pourront pas bénéficier du fonds d'appui parce que il faut réglementer pour qu'ils puissent bénéficier du fonds d'appui à la presse dont le montant alloué va passer à plus de 200 milliards l'année prochaine. N'est-ce pas, doyen? Bon, tout ça peut faire rêver, mais attendons d'y voir plus clair. Parce qu'en fait aussi, il y a des médias qui ont rué sur les brancards parce qu'on les a exclus. Il y a d'autres médias qui sont sous-estimés. Ensuite aussi, ce recensement doit être évolutif. On ne dit pas on a recensé une fois c'est terminé, non. Il faut continuer à enregistrer les entreprises de presse qui se conforment aux critères qui sont déjà... Donc ça doit être évolutif. Bon, maintenant, le fonds de la presse, peut-être que cette fois-ci, le fonds sera uniquement destiné aux entreprises de presse, parce que les fonds précédents, moi en tant que collaborateur, en tant que consultant, en tant que conseiller de plusieurs entreprises, je n'ai jamais vu clair dans l'attribution des fonds de la presse. Okay. Bon, donc s'il s'agit de recenser, de dégager de nouveaux critères et de faire une répartition équitable, là je suis d'accord. Bon, mais quand même que ça ne soit pas biaisé, qu'on ouvre la voie à toutes les entreprises de presse qui n'ont qu'une ambition, faire de la communication, faire de l'information. Alors, il ne faut pas leur apporter des restrictions non plus. Okay. Bon, ensuite aussi, il est important d'appuyer les organes de presse parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont d'énormes problèmes de prise en charge du personnel parce que toutes les entreprises, il n'y a pas une rentabilité efficiente. Tout à fait. Pour ce qui est de la presse écrite, la vente représente peut-être le quart ou le tiers, si tout est vendu, alors des recettes. Donc il faut qu'il y ait vraiment un appui
à la presse un appui et tout en laissant la presse exercer librement, faire librement son travail. Okay. Et ça, c'est important. Alors, donc, le message est passé. Alors, passons maintenant sur un autre sujet. Parlons maintenant du sujet brûlant de l'actualité politique de cette semaine. La Cour des comptes du Sénégal a récemment publié un rapport d'audit couvrant la période de 2019 au 31 mars 2024, mettant en lumière les anomalies significatives dans la gestion des finances publiques sous l'administration précédente. Le rapport révèle que la dette de l'administration centrale budgétaire s'élève à 18 milliards 558 millions 91 CFA, environ 28 millions d'euros au 31 décembre 2023, représentant 99,67% du PIB, un taux supérieur à celui annoncé par l'ancien gouvernement. Alors, quelle lecture avez-vous sur ces informations qui ont été révélées par la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances? Bon, actuellement, tout le monde s'insurge contre vraiment la publication de l'état des lieux des finances publiques. Alors, on parle de carnage, d'autres parlent de... en tout cas, les titres, il n'en manque pas. Bon, moi je crois que on est au début d'une nouvelle ère. Il faut que les Sénégalais soient informés par rapport à la gestion du bien public. Ce gouvernement s'est d'abord arrogé comme mission de pouvoir tirer au clair toute la gestion du bien public de l'État. Le gouvernement précédent, comme les autres gouvernements précédents, ont été vraiment des cercles de prédateurs budgétaires. Quelqu'un avait donné une opinion pertinente en disant qu'au Sénégal, pour s'enrichir, il faut faire la politique. De la politique, tout à fait. Alors, combien se sont enrichis aujourd'hui pour avoir géré les biens de l'État, depuis Senghor en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Jusqu'à Macky Sall, le président Macky Sall. Ok. Alors, c'est ça le principal mal du Sénégal. Si le bien public est géré normalement dans les règles de gestion budgétaire, le Sénégal n'en serait pas là. Le Sénégal bénéficie de l'appui multilatéral. Toutes les organisations aident le Sénégal. L'appui bilatéral, la coopération bilatérale apporte beaucoup de ressources au Sénégal. Mais tout ça n'est pas visible parce que tout ça est détourné. Tout à fait. Bon, maintenant, la Cour du compte a donné vraiment un état des lieux. Il faut que ça soit largement partagé par tous les Sénégalais pour que les Sénégalais soient unifiés sur l'état des finances publiques de notre pays. D'ailleurs, c'est une demande sociale. C'est une demande sociale. Tout à fait. Il faut que les gens sachent ce qui se passe. Maintenant, ce qui devra en suivre, c'est justement de poursuivre
tous ces prédateurs et de récupérer le maximum de l'argent qu'ils ont détourné et de le réinvestir dans les écoles, dans les hôpitaux, au niveau social. C'est possible de le faire, de récupérer? En tout cas, ce gouvernement a compris le défi. Ils ont relevé d'ailleurs, par la rupture, un défi de gestion du Sénégal. Tout à fait. C'est cette rupture qu'ils ont annoncée qui fait que ils ont pour première mission de rétablir l'éthique dans la gestion de l'État. Tout à fait. Vraiment, là, il faudra les accompagner, patienter aussi. Faire patienter au peuple, parce qu'il ne sera pas facile de redresser le pays du jour au lendemain. Il faut que les gens se serrent la ceinture, vous voulez dire. Oui. Accompagne le gouvernement, ne pas tellement les critiquer. Ne pas être trop exigeant, surtout le Front social. Le Front social aussi agite beaucoup de revendications, légitimes d'ailleurs, pour tous les syndicats qui sont sur la sellette. Mais je crois que par rapport à la gestion de l'État, il faudra qu'on comprenne que Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et les autres ont pris un État malade, financièrement, pillé. Alors, les ressources qui ont été pillées, alors, il y en a qui parlent même de tronçonneuses. Alors, donc, eux, le premier défi, ce sera maintenant de rétablir les comptes. De rétablir les comptes, tout à fait. Alors, d'ailleurs, la Cour des comptes a également identifié des irrégularités, notamment des anomalies dans le rattachement des recettes et l'absence de rapport d'évaluation des dépenses fiscales en 2022 et 2023, en violation même de la réglementation de l'UEMOA. Est-ce qu'un État sérieux se gère de cette manière? Bon, le rapport de la Cour des comptes, vraiment, a décelé plusieurs anomalies. Des fautes graves, jusqu'à nous amener à 99,7%. 67% du crédit, de crédit par rapport à notre produit intérieur brut. Nous avons emprunté 99% et poussière de notre produit intérieur brut. À cela s'ajoutent les surfacturations. D'accord, certaines infrastructures sont importantes que le gouvernement précédent a réalisées, mais il y a trop de surfacturation. Il y a des dépenses non justifiées. Il y a un ensemble de choses vraiment qui rend ce rapport ahurissant. Alors, on va voir d'ici comme le ministre des Finances l'a dit, comme le ministre de la Justice l'a dit, alors les poursuites seront nécessairement engagées contre tous ces fauteurs qui croyaient échapper à la justice et digérer tranquillement les fonds qu'ils ont détournés de l'État. Tout à fait. D'ailleurs, le ministre de la Justice, comme vous venez de le dire, Ousmane Diagne, a précisé que ces investissements pourraient concerner également des individus encore non identifiés. Oui, les investigations vont nous... ça veut dire que les enquêtes restent... La prochaine phase
Ce sera maintenant. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été encore identifiés. Ils seront identifiés parce que ça, c'est un tableau général. Le rapport ne fait qu'un tableau général de la situation. Mais ceux qui ont pour mission de traquer, de poursuivre, de pister, alors toutes les dérives dans la gestion de l'ancien régime, je crois que cela n'ont fait que commencer le travail. Alors, les Sénégalais, une fois bien informés, sauront demain pourquoi tel ou tel type est poursuivi. Tout à fait. C'est pourquoi vraiment ils doivent savoir comment tout ça s'est passé. Et aussi, au fur et à mesure, nous donner les informations sur l'état des poursuites par rapport à ces prédateurs. Tout à fait. Alors, l'opposition, particulièrement l'APR, l'Alliance pour la République, a organisé même hier une conférence de presse pour fustiger ce rapport. Est-ce que c'est pas facile de leur part? Bon, tu sais, la dénégation, même au tribunal, à la police, le coupable, il y en aura toujours. Le coupable commence par nier les faits. Est-ce vrai? Cette dénégation essaie de nous faire croire ce qu'il y a. Mais il y a un poste budgétaire qui devait contenir 15 milliards et qui se retrouve avec 300 et quelques francs. Il y a des choses, mais c'est extraordinaire. Moi, à leur place, j'aurais préféré ne pas... Attendre d'abord. Voilà, ne pas réagir tout de suite pour nous montrer que, écoute, nous sommes blancs, nous sommes propres, etc. Et ils demandent la publication des rapports. Est-ce que les rapports doivent être publiés comme ça, simplement? Bon, tu sais, la Cour des comptes est une institution technique de l'État. Elle a fait un travail purement technique et financier. Ceux qui sont contre n'ont qu'à venir le rapporter. Les preuves qu'ils n'ont pas vu juste. C'est des professionnels. La Cour des comptes, il n'y a pas quelque chose qui peut échapper à la Cour des comptes dans la gestion de l'État. Sinon, ce ne serait pas une Cour des comptes. Tout à fait. Bon, maintenant, dire que la Cour des comptes, son rapport n'est qu'une suite d'allégations, je crois qu'il faudra prouver qu'on a laissé quelque chose dans les caisses d'État. Mais en dehors de l'État, toutes les autres institutions qui dépendent de l'État ont été pillées. Toutes les autres. Et bien, il y a eu, à la fin du magistère de Macky Sall, le président Macky Sall, ce que le Wolof appelle du guiro, quoi. Chacun essayer de... Voilà. Il y a des institutions. D'en prendre le maximum possible. Il y a des possible. institutions comme la Poste. De détourner le maximum possible. Tout à Comme fait. la Poste, tu as demain un mandat de 1000 francs à la Poste, tu ne pourras pas l'avoir. Mais c'est extraordinaire ce pays-là, ce qu'ils ont laissé dans ce pays-là. Mais il faudra que ce gouvernement prenne ses responsabilités et je crois qu'on n'a qu'à suivre la suite qu'ils vont donner à ce rapport. Et le mal est profond, doyen, parce que même il semblerait que le building administratif a été vendu et d'autres patrimoines bâtis de l'État qui ont été vendus et même l'État est en location sur ces... Mais ça dit qu'il y a des incongruités. Ça, c'est des faits réels qu'on ne peut pas nier. Il y a des incongruités, il y a des... vraiment, c'est ahurissant. Alors, plusieurs points dénoncent leur manque de sérieux. Ils avaient fait des biens de l'État des patrimoines personnels.
Alors, je crois que ceux qui sont là, du Banti, ce ne serait pas facile. Mais ils se sont assignés une première mission de redresser Moïse du Banti. Il faut que les choses, que la gestion du pays soit appréhendée autrement. De telle sorte que quand quelqu'un sera nommé à un poste, ses parents lui diront « Ah, attention ». Mais actuellement, il y a depuis le gouvernement de Macky Sall, quand on nomme quelqu'un à un poste, tout le monde peut la faire parce qu'on sait qu'il va voler l'argent. Ok. Alors, certaines personnalités de l'ancien régime ont déjà pris la tangente, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, ils sont pratiquement à l'extérieur, mais d'autres restent. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ces gens-là, s'ils sont mouillés sur ces détournements de deniers publics-là, qu'est-ce qu'il faut réellement pour qu'ils reviennent et pour qu'ils au moins répondre à la justice? Bon, à ma connaissance, il y a est-ce que ce sera une chose aisée, facile? Il y a beaucoup d'aide qui sont interdits de sortir du territoire. Mais ensuite aussi, il y en a qui ont pu échapper, c'est vrai. Mais quand même, la justice, elle est internationale. Okay. Alors, quand des procédures seront engagées contre des personnes nommées, alors ou bien répondre, ou bien on ira les chercher. Ça, c'est une réalité aujourd'hui de la politique internationale. Il y a que la justice, alors fonctionne au-delà des territoires. Aller se cacher en France ou aller se cacher aux États-Unis n'empêche pas qu'on soit poursuivi s'il y a des faits délictuels dont vous faites l'objet. Bon, donc, je crois que là, toute la compétence appartient aux tribunaux, aux professionnels du droit, qui seront engagés toutes les poursuites conformes à la suite qu'ils vont donner à ce rapport. Mais en tout cas, les Sénégalais écoutent, les Sénégalais sont attentifs pour savoir exactement qui sont ceux qui ont alors ceux qui sont partagés les deniers de l'État. Tout à fait. Alors, ils ont même créé un pool d'avocats dirigé par l'ancien ministre de la Justice Souad et également qui a rejoint le président Macky Sall, l'avocat Amadou Sall, alors qui crie haut et fort que les anciens dignitaires du régime de Macky Sall qui restent au Sénégal et qui n'ont pas le droit de sortir. Alors, normalement, c'est une violation de leur droit, du droit. Alors, donc, c'est une interdiction administrative, alors que ça devait être une interdiction judiciaire pour qu'ils restent au pays. Qu'en dites-vous? Bon, écoute, M. Amadou Sall ne peut que défendre la cause pour laquelle il a été sollicité, comme d'autres causes d'ailleurs politiques qu'il a déjà défendues après avoir connu des épreuves. Mais je crois qu'il y a des mesures que l'État prend qui sont du ressort de la raison d'État. La raison d'État échappe à toute autre considération. Si des personnes sont suspectées et font l'objet d'enquêtes qui ne sont pas encore bouclées, mais je crois qu'il est normal qu'on demande à ces personnes de ne pas quitter le territoire et d'être à la disposition de la justice. Et lui, il réclame haut et fort que ce sont des interdictions administratives. Bon, ça ne devait pas empêcher aux gens de sortir, de vaquer à leur occupation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la raison d'État est au-dessus de ces raisons, disons, administratives et politiques. Je crois que s'il y a des personnes qui sont concernées et qui n'ont rien à se reprocher, ils n'ont pas, ces personnes
n'ont pas besoin de protester. Tout à fait. Maintenant, quand on sent qu'il y a une justice qui est en branle contre tous les fauteurs de troubles budgétaires, hein, alors là, ils commencent à réagir pour dire que nous, on est blanc comme neige. Ça, on verra. Hein. Okay. Alors, toujours, parlons dans le cadre politique, parce que l'opposition, à un certain moment, on les a sentis, les opposants, pratiquement inexistants sur la scène politique. Alors, la semaine passée, ils se sont regroupés en un collectif dirigé par Khalifa Sall. Alors, pour faire face à ce régime-là. Alors, la question que je vous pose est simplement, alors, est-ce que des gens qui n'ont pas la même idéologie, qui n'ont pas, ne sont pas du même parti, d'un même parti politique, alors peuvent se regrouper et s'entendre à 100% pour faire face à un gouvernement? Oui, j'ai entendu effectivement que plusieurs partis, plusieurs dirigeants de partis sont retrouvés pour créer un front contre le régime. Tout à fait. Bon, mais il faut d'abord noter aussi que parmi ces dirigeants, plusieurs ont été enrichis par leur gestion de l'État. Tout à fait. Certains même ont été en prison. C'est vrai. Quand maintenant il y a un gouvernement qui est là et qui engage des poursuites contre les détourneurs de deniers publics, contre les prédateurs de l'État, il y a de quoi être inquiet. Ce qui peut expliquer la spontanéité de leur réaction. Bon, ensuite, faire face à ce nouveau régime, je crois que le temps leur permettra d'avoir une autre réflexion. Le Sénégal est en train de vivre une nouvelle ère politique avec l'avènement de Bassirou Diomaye Faye. Du duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ok. Il y a une génération politique, il y a des has-been, comme on dit, qui ne pourront jamais actuellement créer une mouvance populaire qui leur donnera les moyens de faire face à ce nouveau régime-là. Ce nouveau régime a bénéficié des espoirs de la majorité des Sénégalais. Faire face à ce nouveau régime, c'est faire face, c'est se défendre si on se sent morveux. Oui, on se... Mais il faudra, pour faire face, le faire par rapport à des arguments convaincants quand tout le monde comprendra ce qui s'est passé. Bon, je crois que c'est une réaction défensive, mais qui n'a rien de programmatique. Oui, parce que certains même d'entre eux n'ont pas de parti politique. Par exemple, si on prend le cas de Khalifa Sall, qui est pratiquement la tête de liste, Barthélémy Diaz également, voilà, donc il y a Barthélémy et d'autres comme les, comment dirais-je,
Thierno Bocoum, et j'en passe, Anta Babacar Ngom. Alors, bon, d'accord, certains ont des partis politiques, des cadres juridiques d'un parti, ils cherchent un parti politique, mais parmi eux également, certains n'ont pas de parti politique. Et un parti politique également, vraiment, là, c'est un aspect qui doit vous pousser à peut-être être dans le statut de l'opposition. Mais si vous profitez, par exemple, d'un regroupement d'opposants, alors pour critiquer le pays, alors là également, je pense que c'est à revoir dans le landerneau politique sénégalais. Bon, moi je crois que la construction de ce front ne fera que renforcer le gouvernement dans ses convictions de gestion du pays, de redressement du pays. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir une opposition forte? Alors, des gens qu'on a tellement vus depuis des décennies et qui reviennent encore, voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une génération qui est en passe d'être déclassée, d'être dépassée. Et soyez, même si elle s'accroche, la vision des Sénégalais, la prise de conscience des Sénégalais a dépassé bon nombre de ces agitateurs politiques qui prétendent être des leaders. Et soyez, tout à fait. Il nous faut un autre Sénégal. Et cet autre Sénégal, c'est justement l'ambition de Bassirou Diomaye Faye et de Sonko. Mais pour réussir aussi, eux aussi, dans la voie qui leur est tracée, il leur faudra encaisser toute une réaction des opposants. Bon, pour la vie de la démocratie sénégalaise, il est bon d'avoir des opposants. Il faut qu'il y ait des opposants. Ça, c'est pour justement pour la bonne marche de la démocratie. Mais ces opposants, il leur faut avoir des arguments pour pouvoir réellement aller à la conquête de l'opinion populaire. Bon, il y a une génération de politiciens qui aujourd'hui sont dépassés par l'avènement de ce nouveau gouvernement de rupture. C'est pas pour rien qu'il parle de rupture. De rupture, tout à fait. Et dans cette rupture, tout le monde ne va pas se retrouver. Notamment les soi-disant leaders politiques qui auparavant comptaient sur un certain clientélisme pour étendre leur popularité dans ce pays. Mais ce clientélisme est révolu. Est révolu, tout à fait. Moi, j'ai été ahuri, j'ai été surpris de constater au moment des parrainages que les gens du PASTEF qui se faisaient parrainer cotisaient en même temps, pendant que d'autres distribuaient de l'argent pour pouvoir récolter des parrainages. Alors, ce gouvernement, ce parti, c'est une construction de volontaires. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes qui ont des convictions, qui ont aussi une vision, qui ont une clairvoyance politique et qui savent aussi que, bien sûr, ils auront des ennemis. Bon, voilà. Tout à fait. Alors, ça c'est vrai. Alors, certains partis politiques, M. Ndiaye, surtout traditionnels, commencent à s'effondrer. D'ailleurs, si le PS, pratiquement, le PDS, l'AFP, Andjef et j'en passe, alors tous ces partis politiques-là commencent
à s'éteindre. À s'éteindre, alors. Parce que il y a une évolution qui fait que certaines formations sont dépassées par l'évolution même politique du Sénégal. Le Parti socialiste a un problème existentiel. Le PDS, il n'y a que le nombre de PDS qui existe. Tout à fait. Les autres partis commencent à être des souvenirs. Et pourtant, il y a des anciens de ces partis-là, les anciens ténors, qui s'accrochent à diriger ces partis-là. Alors, est-ce que aussi pour sauvegarder l'héritage de ces partis-là, est-ce que ces anciens ténors-là ne devaient pas pousser les jeunes et ensuite se mettre derrière pour comme des conseillers et autres et laisser que les jeunes puissent faire face à d'autres jeunes qui sont même au pouvoir. Écoute, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant? Par exemple, si tu prends l'exemple de l'AFP, Moustapha Niasse, il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à faire dans la sphère politique. Mais jusqu'à présent, c'est lui qui dirige l'AFP. Abdoulaye Wade, il avait dit que tant que je vivrai, je ferai la politique. Mais aujourd'hui, son fils a tué son parti. Alors, etc. Bon, donc, il y a une évolution. Le PS également. Le PS. Le PS est en quête de leader. Serigne Mbaye Thiam est là. Le PS est en quête de leader. Pour pouvoir le leadership du PS. Aminata Mbengue Ndiaye, pardon, également, elle est là et jusqu'à présent, c'est eux qui dirigent le PS. L'héritage du PS. Le PS n'avait qu'un seul héritage. Le pouvoir. Si le PS s'était associé à Macky, c'est pour continuer à exister avec le pouvoir. Maintenant que le PS n'a plus de pouvoir, mais bientôt, on n'en parlera plus. Ouais. Bon, il y a des partis qui n'existent que par le pouvoir. L'APR existait par rapport à Macky Sall. L'APR était une réaction que Macky Sall a pu conjuguer par rapport à ses objectifs. Même du temps de quand l'APR gagnait les élections et tout ça. Mais les militants de l'APR reprochaient au parti de ne pas être structuré. Il n'y avait pas de structure. Ouais. Bon, donc, quand l'APR perd le pouvoir et que Macky n'est pas là, bon, c'est les braises qui sont là, mais les braises, je ne vois pas ce qui peut ramener la flamme. La flamme. Okay. En tout cas, c'est alarmant pour ces partis politiques. Est-ce que également, ce n'est plus une question d'idéologie parce que les gens, surtout les jeunes d'aujourd'hui, ont dépassé les idéologies marxistes-léninistes, le socialisme démocratique. Voilà. Est-ce que les gens maintenant, parce que si vous faites parce que nous on a fait une enquête, on a interrogé des gens. Alors eux maintenant c'est des termes de souverainistes qui reviennent de nationalistes, comme ça se fait en Europe maintenant, en Afrique également. Ils veulent ces genres de partis-là de leur dire maintenant des idéologies marxistes-léninistes, parce que maintenant les jeunes exigent que nos gouvernants se basent sur nos ressources, protègent nos ressources pour développer ce continent-là. Effectivement, les idéologies, il y a une génération où quand tu étais membre d'un parti, tu étais assujetti à une certaine idéologie. Comme tu l'as dit, marxiste, socialiste, etc. Ensuite, on l'a dépassé. Lors des dernières élections
même avec quand Macky gagnait les élections, parmi l'ensemble des candidats, il n'y avait aucun qui se réclamait d'aucune idéologie. Il y a une seule idéologie actuellement au Sénégal, c'est gérer le bien public conformément. C'est le souverainisme, pardon. Et ensuite, s'évertuer à ne dépendre de personne. Et ça, Dieu nous a donné tous les moyens de subsistance. Le Sénégal est un pays, disons, privilégié. C'est le seul pays qui a 3 fleuves. Un au nord, un au centre et un au sud. Nous avons plus de 1800 km sur l'Atlantique. Nous avons 95% de notre territoire qui n'a pas de montagne. Nous sommes dans une zone pluviométrique entre 600 mm au moins au nord jusqu'à 2000 mm au sud. Donc, nous pouvons recevoir beaucoup de cultures. Le Sénégal a de l'or, le Sénégal a du pétrole, le Sénégal a des métaux rares, sans compter le phosphate que nous avons depuis. Belle lurette. Hein? Et le zircon également. Et nous ne faisons pas 20 millions d'habitants. C'est extrêmement important quand on sait que certaines capitales à travers le monde ont plus de 20 000 habitants. Kinshasa, ça fait plus de 20 millions d'habitants. Hein? La seule capitale de la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, nous ne faisons pas 20 millions d'habitants, l'ensemble du pays. Alors que nous avons toutes les ressources. Mais le problème du Sénégal, ce n'est pas un problème idéologique, c'est le problème de pouvoir gérer ces ressources et ces biens publics au profit de tous les Sénégalais. Ouais. Point barre. Tout à fait. Tout à fait. Quels sont ceux qui vont venir prendre les rênes du pouvoir au Sénégal, ne pas chercher à s'enrichir et gérer les biens publics conformément à l'intérêt public. Mais c'est ça l'avènement de Bassirou Diomaye Faye. Quel que soit Alpha, ils ont démontré, ils ont montré, ils ont affiché qu'ils ne sont pas venus pour s'enrichir. Mais c'est déjà un grand pas. Tout à fait. Parce que tous les gouvernements précédents n'ont jamais parlé de ça, mais après, alors... Tout à fait. Bon, je crois que le problème du Sénégal, on a dépassé les idéologies. Des idéologies à travers le monde d'ailleurs, c'est un peu dépassé. Ouais. Le communisme n'existe pratiquement plus, à part quelques velléités. Le socialisme est branlant un peu partout. Il n'y a pas d'idéologie au contraire. Même la Russie. Hein? Alors, en tant qu'État, tout ça, c'est rare qu'on entend parler de communisme au niveau de la Russie. La Russie est gérée d'une façon, etc. Bon, donc, il faut que dans cette évolution, en tout cas, ce qui tient à cœur les Sénégalais, c'est des dirigeants politiques qui vont gérer le bien public par rapport à l'intérêt public. Tout à fait. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons M. Sidi Mohamed Ndiaye. Il est journaliste, ancien du Soleil et du Sud Quotidien. Il est également conseiller en communication. Alors, M. Ndiaye, abordons maintenant le sujet sur les changements climatiques. Alors, les changements climatiques représentent un défi mondial majeur et la coopération internationale est essentielle pour mitiger leurs effets et à travers des solutions durables. D'abord, quelles sont les causes de ces changements climatiques? Bon, les changements climatiques, aujourd'hui, la communauté internationale a mis ce sujet
comme prioritaire dans la politique internationale. Les rencontres, les COP qui se sont succédées à travers l'Europe, en Asie, tout ça cherche à tirer la sonnette d'alarme par rapport au réchauffement de la planète. Alors, si on pouvait ramener le réchauffement à 1 degré, 1 degré 50, ce serait déjà bien. Mais on se rend compte que malgré les vociférations des uns et des autres, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas ralentir les industries. On ne peut pas empêcher les gens de porer le pétrole. Tout à fait. On ne peut pas empêcher l'exploitation du carbone. Alors, l'effet de serre est devenu complètement dévastateur. Le réchauffement climatique et les dérèglements qui sont suivis, les inondations monstres, les feux de brousse extraordinaires, les tremblements de terre, le monde vraiment est actuellement la proie de plusieurs manifestations, perturbations naturelles. Tout à fait. Bon, encore qu'avec ce réchauffement de la planète, la glace est en train de fondre au nord et au sud, conduisant à un relèvement du niveau de la mer. Ça, ce sont les conséquences. Et plus la mer se relève, plus la mer avance vers les côtes et occupe des côtes, repousse les populations. Alors, et rien ne semble, à l'heure actuelle, arrêter ce phénomène. Maintenant, tous les COP qui sont succédés ont fait le diagnostic. On sait pourquoi il y a le réchauffement climatique. Mais c'est tout. Tout à fait. Même quand ils ont mis en place un système de compensation du carbone et tout ça, parce qu'il y a des pays qui n'ont rien fait et qui subissent les conséquences. Tout à fait. Comment essayer de compenser ces conséquences pour que ces pays, etc. Même là, les COP qui sont suivis, ça a été le débat de fond. On a tenté de mettre en place alors une ligne budgétaire qui est sous-estimée par les concernés, etc. Bon, donc, le réchauffement climatique est un problème contemporain réel. Bon, maintenant, chaque État doit avoir sa part de contribution dans la sortie dans l'atténuation de cette crise. Alors c'est dans ce cadre que, par exemple, il y a un grand projet au Sahel qui veut reboiser. C'est dans ce sens-là qu'il y a beaucoup d'autres mesures. Mais ici, même au Sénégal, l'avancée de la mer a déjà pris des localités ou avance dans des localités. Certaines villes, d'ailleurs, comme Rufisque. Voilà, Rufisque, Mbao, Saint-Louis même, partie, etc. Tout à fait. Alors donc, nous sommes en train de subir l'effet, sans compter maintenant, maintenant il fait beaucoup plus chaud. Et il fait beaucoup plus froid. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, vous l'avez dit, les activités humaines, le dioxyde de carbone CO2 provenant du charbon, pétrole, gaz, le méthane CH4 émis par l'agriculture, notamment l'élevage, les décharges et les fuites de gaz naturel, les oxydes nitreux N2O, principalement issus de l'agriculture, utilisation d'engrais azotés, les gaz fluorés, des gaz industriels, souvent utilisés dans les réfrigérateurs. Alors l'homme s'auto-détruit, n'est-ce pas? Oui, effectivement, bon, je crois que là, il y a un ensemble d'ingrédients qui fait que la planète se chauffe.
comme tu l'as si bien énuméré, les facteurs de ce dérèglement climatique, il faut aussi y intégrer la motorisation, les avions, les bateaux, les voitures. Les voitures, tout à fait. Bon, il y a donc un ensemble de facteurs dont la résultante est de faire chauffer notre planète de plus en plus. Et plus ça chauffe, plus la glace fond, et plus la glace fond, l'océan avance. Notre planète, 78% de notre planète est occupée par les océans. L'ensemble des îles et des continents représentent 22%. Alors, si les 78% avancent, 79%, 80%, 82%, où est-ce qu'on va? C'est ça, d'ailleurs, l'alerte que la communauté internationale veut faire comprendre au monde entier. Et c'est ce qui explique toutes les COP, les conférences qui se succèdent pour essayer de prendre des mesures. Tout à fait. Mais quand on parle de réduire l'exploitation des puits de pétrole, il y a des États qui ont dit, écoutez, merde, nous, l'essentiel de notre revenu, on tire du pétrole, nous, on n'arrête pas. Des États européens. Tout à fait. Comme le Danemark. Bon, il y a des États qui se sont dit, écoutez, fichez-nous la paix, nous, l'ensemble de nos ressources sont tirées du pétrole, comme dans les pays arabes. D'ailleurs, quand on a tenu la conférence à Dubaï, c'est pour mieux approcher les Arabes qui vivent du pétrole. Bon, il y a beaucoup d'autres facteurs combinés qui font que le réchauffement de la planète avance. Et qu'il n'y a pas encore les mesures pour ralentir, voire freiner. Quand on parle de réduction de 1,5%, moi je dis qu'il faut d'abord freiner. Tout à fait. Parce que c'est bon. Donc, l'enjeu mondial actuellement, la problématique mondiale numéro 1 actuellement, c'est l'environnement. Mais est-ce qu'on peut freiner, d'autant plus que les gens utilisent ces gaz-là pour le fonctionnement de l'énergie, de leur économie. Bon, voilà. Actuellement, il y a les énergies alternatives, l'éolienne, est-ce etc. Est-ce que c'est suffisant? Le solaire, bon, peut-être que, etc. Bon, on va voir, mais la demande en électricité s'accroît à travers le monde. Et la production de l'énergie électrique obéit aussi à des obligations. Des obligations, tout à fait. Alors, des pays comme l'Europe qui n'ont pratiquement pas de soleil, de trucs, alors est-ce que vraiment ils vont ils vont essayer de se retourner contre l'Europe et l'Amérique sont en train de subir les contre-coups du dérèglement, dont ils sont les principaux instigateurs. En Europe, on se rend compte que de plus en plus, il y a des catastrophes naturelles. Bon, donc, je crois que, en tout cas, c'est une problématique qui n'a pas de solution actuelle. Qui n'a pas de solution actuelle. Tout à fait. Et c'est ça que déplorent tous ceux qui se sont engagés pour faire revenir alors le monde, notre planète, dans un équilibre climatique qu'on a perdu depuis belle lurette. C'est l'homme qui a transformé la Terre, c'est l'homme qui a... Tout à fait. Alors, il y a la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, particulièrement
en Antarctique, au Groenland, qui contribue à l'élévation du niveau des mers, menaçant les régions côtières et les populations vivant près de l'eau. Beaucoup, d'ici peu de temps, beaucoup de zones habitables près de la mer, bien des océans vont disparaître. Alors, Monsieur Ndiaye, parlons maintenant de géopolitique mondiale. Alors, la géopolitique a évolué de manière significative au cours des dernières décennies et des changements majeurs continuent de se produire dans un monde en constante transformation. Monsieur Ndiaye, on parle maintenant de multipolarité et émergence de nouveaux acteurs. Vous confirmez ou vous infirmez? Oui, la multipolarité est une réalité. Avant, il n'y avait que la bipolarité, l'Europe et l'Amérique. Maintenant, l'Asie occupe sa place. La Chine s'est érigée en première puissance économique mondiale. L'Inde, récemment, la conférence qu'on a fait sur l'intelligence artificielle, ça a été presque présidé par l'Inde. Alors, le Brésil, il y a des États qui ont pris actuellement de nouvelles dimensions sur le plan économique et qui comptent sur l'échiquier mondial. C'est BRICS, ce qu'on appelle les BRICS. Alors, maintenant, l'humanité a atteint plus de 8 milliards d'habitants. Mais c'est en ce moment-là, après avoir dépassé 2 guerres générales, maintenant, l'humanité fait face aux défis écologiques, mais il y a un autre défi qui est nucléaire. Le défi nucléaire. En 1945, quand les États-Unis tiraient leur première bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki au Japon, il n'y avait que les États-Unis qui avaient cette bombe. Maintenant, il y a plusieurs pays qui détiennent cette bombe, cette arme. Est-ce que vous pouvez les citer? Oh, bon, il y a des pays, la France, tous les pays, les grands pays européens, les États-Unis, Israël, etc. Ils sont presque 9. Au Moyen-Orient. Bon. L'Iran, on a beau faire pour que l'Iran n'ait pas une bombe atomique. L'Iran sait que pour sa propre sécurité, il doit en avoir. Ok. Bon. Il y a un stock d'armes nucléaires qui peuvent détruire l'humanité autant de fois qu'il sera reconstruit. Ça, c'est un péril qui plane sur l'humanité, en plus du péril écologique dont on a bien parlé. Donc l'humanité entre ces deux défis. Le nucléaire, Poutine les a menacés, parce que s'il y a actuellement un conflit mondial, le nucléaire en fera partie. Toute l'Europe est en train de s'armer. D'ailleurs, le président américain vient de leur dire, de les forcer à accorder un certain pourcentage de leur budget à l'armement, pendant que plusieurs pays ont doublé leur budget d'armement. C'est presque la séquence qu'on avait vécue entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale, quand on a signé l'armistice, c'est un mot qu'on a pu employer, c'est chacun va s'armer. Tout à fait. Et quand ils se sont suffisamment armés, les hostilités ont repris en 1939. Maintenant, on est sur cette même rampe parce que tous les grands pays ont multiplié leur budget d'armement. On s'arme. En Europe,
Même les États du Nord, comme la Suède, le Danemark, tout ça, ont augmenté leur budget militaire. Nous ne parlons pas de l'Allemagne, de la France, des autres pays. Tout à fait. Les États-Unis ont doublé, voire triplé leur budget militaire. Tous les autres. Donc, il y a actuellement un problème qui fait que pourquoi tous ces États s'arment? On va vers quoi? Quel est ce problème-là, selon vous? Tout le monde s'arme. Tout le monde s'arme. Les plus grands belligérants sont en train de renforcer leur armement. Pourquoi? On doit se poser cette question-là. Et quelle est la réponse qu'il faut? Ici, ajoute que dans plusieurs de ces grandes capitales en Europe, des bunkers ont été construits pour abriter des populations lorsqu'il y aura explosion nucléaire. Et dans ces bunkers, on a mis alors des réserves alimentaires importantes pour subir pendant une longue période. Ces États qui s'arment et qui construisent des bunkers. Mais on n'investit pas dans l'armement pour rien. Alors, l'exploration spatiale n'a qu'un objectif actuellement, c'est de détecter une planète où on peut vivre comme la Terre. Une planète qui a de l'eau, qui a de l'oxygène, qui a de l'hydrogène, etc. C'est ce qu'on est en train de chercher. N'importe où. Parce qu'ils ont dans l'idée que cette planète sera tôt ou tard détruite. C'est ça la problématique mondiale actuelle. Et rien ne fait reculer ces enjeux. La guerre à Gaza, Israël. Où est-ce que cette guerre va nous mener? Qui perdure jusqu'à présent, tout à fait. L'URSS et l'Ukraine. On dit que actuellement le président américain est en médiation. Mais ce ne sont que des espoirs. Parce que la médiation ne peut pas dégager les objectifs de Poutine. Alors, il y a des conflits qui peuvent embrasser le monde entier. Parce que l'Europe est à un pas de participer à la guerre contre l'Ukraine. On a fourni de l'argent. Ensuite, on a fourni des armements. Tout à fait. Hein? Il ne reste que la troisième passe, c'est envoyer des hommes. Tout à fait. Est-ce vrai? Bon. Et Poutine les a avertis. Alors, ce qui avait amené la Première Guerre mondiale reposait uniquement sur le partage des continents. À partir de la conférence de Berlin de 1885. On a partagé tous les continents, l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Il y a des mécontents qui se sont dit pourquoi on ne nous a pas donné notre part. C'est ça qui a évolué jusqu'à créer la Première Guerre mondiale. Et qui s'est devenue, moi je dirais, la guerre mondiale du XXe siècle, qui s'est fait en 2 mi-temps. Première guerre, deuxième guerre. Maintenant, il y a de nouveaux enjeux au niveau planétaire. Où est-ce qu'on va? Dieu seul le sait. Mais en tout cas, tous les belligérants potentiels sont en train de renforcer leurs armements pour se préparer à la guerre. Voilà ce que 2025 nous réserve. Maintenant, il y a celui sur le gâteau, au nouveau président aux États-Unis, qui est à contre-courant de l'ordre mondial établi quand il est venu au pouvoir. Quand il est venu au pouvoir, tout l'ordre mondial qui était établi et dont son pays joue un grand rôle, il a tout chamboulé. Il a bouleversé tout ça. D'ailleurs, je reviendrai sur ça, si vous me le permettez. Alors, je résume un peu.
je reviens sur le nouveau président américain. Alors, autrefois dominé par les États-Unis et l'Union soviétique, je parle du monde, pendant la guerre froide. Alors, le monde connaît aujourd'hui une montée en puissance de pays comme la Chine, vous l'avez dit, l'Inde, et même des puissances régionales en Afrique et au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Alors, la Chine, par exemple, est devenue un acteur majeur dans les domaines économiques, technologiques et militaires. L'Inde, de son côté, prend une place croissante dans les forums internationaux, notamment les BRICS. Alors, est-ce que cette évolution ne fait plus que les États-Unis ne sont plus les seuls à dicter l'ordre mondial? Ah oui, les États-Unis, pourquoi Trump s'attaque toujours à la Chine? C'est parce que la Chine commence à prendre leur place. Tout à fait. Ensuite, la Chine ne participe à aucune guerre, contrairement aux États-Unis qui ont participé à toutes les guerres. Est-ce vrai? Oui. Les États-Unis, la Chine a fait de son développement endogène une priorité au point de réaliser des infrastructures au niveau de la Chine qui n'existent nulle part. Nulle part, tout à fait. Et elle se positionne aussi sur la pointe technologique jusqu'à dépasser les États-Unis. Les États-Unis. Bon. Actuellement, l'Inde, qui a la première population mondiale, a une économie très forte. Bon. Maintenant, les autres pays de l'Asie ne sont pas en reste. Hein? Le Japon. Les autres pays asiatiques ne sont pas en reste. Maintenant, les États-Unis, Trump, dans son discours d'investiture et tout ça, il a montré que les États-Unis doivent être les plus forts. Que c'est presque ça sa mission. America First. Alors, en même temps, il a pris des mesures tendant à chambouler l'ordre mondial qui était établi. Alors, actuellement, il fait l'objet de plusieurs interrogations, voire même d'inquiétudes de la part de ses alliés européens. Alors, avec lui aussi, il faut s'attendre à tout. Tout à fait. Alors, et le rapport de force, entre les États-Unis et la Chine devient un axe central de la géopolitique. La rivalité ne se limite pas uniquement au domaine économique et militaire, mais touche aussi des questions idéologiques et technologiques. Alors, par exemple, la guerre commerciale, la question des droits de l'homme, ainsi que la compétition pour la suprématie technologique, notamment sur la 5G et l'intelligence artificielle, sont des terrains d'affrontement importants, n'est-ce pas? Oui, la France vient de la semaine dernière uniquement de clôturer une conférence sur l'intelligence artificielle. Les États-Unis ont déjà investi plus de 50 milliards de dollars sur l'intelligence artificielle. L'Europe est en train d'investir. Rien que la France a investi des millions d'euros sur l'investissement artificiel. La Chine a déjà pris des avances dans des domaines dont il ne s'attendait pas. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure,
la Chine n'est pas partie dans aucun conflit dans le monde. Ni en Afrique, ni en Europe, ni en Asie. Ce qui l'intéresse, c'est les ressources dont ces pays disposent et qu'elle paie à prix d'or pour pouvoir les transformer dans son pays. Les États-Unis, qui étaient le maître du monde, le grand gendarme du monde, s'est senti complètement bousculé. L'Europe a réussi la synthèse de l'Union européenne, mais elle cherche aussi son avenir par rapport aux États-Unis. Bush vient d'apporter une rupture. Trump, en suspendant toutes les contributions des États-Unis, aussi bien dans les organisations internationales comme l'OMS, que par rapport à l'aide américaine à tous ces pays. Tout à fait. Pour montrer sa force. Pour montrer que c'est nous qui faisons marcher tout. Bon. On va voir. On va voir. Mais en tout cas, la Russie, même si le pôle n'est plus les États-Unis et la Russie, que ça se déplace, que ce soit les États-Unis et la Chine, la Russie a actuellement aussi une très forte présence, elle n'a rien à envier aux États-Unis en termes de développement et de potentialité économique. Elle ne se sent pas doublée par la Chine, même si la Russie est indexée parce qu'elle s'est attaquée à l'Ukraine. Tout à fait. Mais si on dénonce cette guerre et qu'on ne dénonce pas la guerre d'Israël qui s'attaque aux Palestiniens, alors donc c'est, disons, et Israël, tout ce qu'Israël fait à la bande de Palestiniens, c'est sur les financements et l'aide américaine. Tout à fait. Tout à fait. Alors, abordons le dernier point, doyen, la montée du nationalisme et de l'isolementisme. Alors, dans plusieurs pays développés, on assiste à un retour en force des mouvements nationalistes. Des exemples incluent le Brexit, le Brexit, qui a vu le Royaume-Uni quitter l'Union européenne et les politiques isolationnistes de certains dirigeants comme Donald Trump avec American First. Alors, n'est-ce pas que ce phénomène est particulièrement visible dans les démocraties occidentales où l'adhésion aux institutions internationales comme l'ONU ou l'OTAN est remise en question? Bon, l'Angleterre est la mère des États-Unis. Il y a un lien ombilical sur le plan politique qui unit l'Angleterre aux États-Unis. L'Angleterre est beaucoup plus proche des États-Unis que des pays européens. C'est pourquoi le Brexit, ils ont quitté l'Union européenne, mais sans pouvoir quitter le continent européen. Bon, maintenant, l'Europe, le nationalisme, pas seulement en Europe, aux États-Unis, Trump qui est en train de rapatrier des contingents et des contingents de personnes provenant des autres pays d'Amérique latine. Et on a donné même des chiffres pour l'Afrique, ceux qui seront rapatriés à partir des pays africains. Alors, ça c'est un nationalisme qui est au pouvoir. Tout à fait. Alors, dans les autres pays européens, ce courant est devenu très fort à cause de l'immigration.
d'un seul coup, les Européens se sont sentis envahis par les Arabes, les Noirs, les Turcs, tout le monde vient, etc. Ce nationalisme a effectivement prend de plus en plus de galon, de l'ampleur dans tous les pays européens. En France, le nationalisme, il y a une génération, le nationalisme était snobé, secondaire, relégué, mais maintenant, avec la dame Le Pen, c'est une force incontournable du paysage français. Et il y a des autres Le Pen dans les autres pays européens. Il y a des pays où même c'est la droite qui a pris le pouvoir, comme en Italie ou ailleurs. Alors, et l'immigration est actuellement le problème central de l'Europe. Pour les uns, c'est un mal nécessaire, parce qu'ils ont besoin de bras. L'Europe est vieillissante, n'est-ce pas? Qu'ils ne peuvent pas renouveler leur population. Leur natalité a baissé. Tout à fait. Pour beaucoup de pays. Ensuite, pratiquement tous les pays européens sont envahis par les ressortissants de leurs anciennes colonies. Les anglophones vont en Angleterre, les francophones vont en France, les hispanophones vont en Espagne, les lusophones vont au Portugal. Tout à fait. Et c'est vrai, à partir de là, voir comment s'aimer à travers l'Europe. Mais en tout cas, c'est ça. Chacun, dans chaque pays devient une porte d'entrée pour les ressortissants de ces anciennes colonies. C'est ça. Alors, doyen, merci. Vraiment, nous avons même dépassé largement le temps. Alors, je voudrais qu'on aborde la technologie et la cybersécurité, mais ce n'est que partie remise. Alors, votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, d'abord en commençant par vous remercier de l'attention, comme je le vois aussi, je me suis exprimé tout à fait librement. C'est d'abord de souhaiter que le Sénégal soit mis sur les rails du développement par une gestion vertueuse. Et ensuite, de partager toutes les prières pour qu'il y ait un monde de paix et de développement. Merci. Alors, merci doyen. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions M. Sidi Mohamed Ndiaye, qui était journaliste ancien du Soleil et de Sud Quotidien. Il est également conseiller en communication. Vraiment, c'était un grand honneur de recevoir ce grand homme de la presse. Merci, doyen, d'être venu. Et vraiment, ça nous a fait un grand plaisir. Merci à nos chers auditeurs qui nous suivent toujours sur la 98.7 tous les dimanches à partir de 13h. Nous remercions le directeur de la radio et l'ensemble du personnel de Océan FM. Nous remercions également le technicien Ibrahim Diop. À la présentation, votre ami et frère Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre invité. Merci, doyen. Merci.
Merci.